Un colonel que personne ne connaît, ou presque, qui a écrit des livres que personne n'a lus, ou presque, en a proposé une, dès 1936. La guerre de mouvement, avec des divisions blindées, soutenues par une aviation d'assaut. Le 26 janvier 1940, il a adressé un mémorandum à 80 personnalités françaises. Il y écrit « Le conflit présent sera tôt ou tard marqué par des mouvements, des surprises, des irruptions, des poursuites dont l'ampleur et la rapidité dépasseront infiniment celles des plus fulgurants événements du passé. Dans le conflit présent, être inerte, c'est être battu. » Il commande le 507e régiment de chars de combat. Il a 50 ans. Il s'appelle Charles de Gaulle. Dès son arrivée au pouvoir, Paul Reynaud, qui est acquis depuis 1936 aux idées du colonel de Gaulle, demande que les Alliés prennent l'initiative. Du côté français, pour cette mission de retardement sur la Somme, il ne dispose que de 7 divisions. Parmi elles, la 4e division cuirassée du colonel de Gaulle, qui vient d'être nommé général à titre temporaire. Elle vient d'arriver dans le secteur d'Abbeville. Un de ses officiers, le lieutenant Cressman. Et c'est ici que le général de Gaulle était. Son PC, son bureau était ici en bas à droite. Et quand nous venions en liaison, toute cette cour était encombrée de tout le matériel d'état-major. Et quand nous venions en liaison, on entrait par cette porte et on allait retrouver le général de Gaulle dans son bureau, là. Nous étions dans un charivari énorme. Tout était en l'air. Nous ne voyions que des gens qui fichaient le camp avec tous leurs moyens, des charrettes, des bœufs, des chevaux, des vieilles carrioles, des troupes qui s'en allaient aussi. Et vraiment, on ne savait absolument plus ce qui pouvait tenir. Or, de Gaulle, tout au long, a tenu. Non seulement de Gaulle tient, mais il attaque, comme il l'a toujours préconisé, avec tous ses chars groupés, comme un coup de poing. Et il avance de 15 kilomètres. On a gagné ce bois, et on a gagné encore l'autre derrière, et on a encore gagné, et nous partions pour Berlin. Et à quel moment est-ce que vous avez eu l'impression que ça tournait mal, quand même? Écoutez, nous n'avons pas eu l'impression que ça tournait mal. Nous avons eu l'impression qu'on était à bout de souffle, certes, qu'on n'avait plus de chars, qu'on n'avait plus de matériel, et que on ne pouvait plus avancer parce que nous étions seuls. Il fallait du renfort. Mais nous n'avons jamais été désespérés à aucun moment. Nous avons eu des coups extrêmement durs. Nous avons eu des villages là en bas. Il y a le village de Mareuil qui a été repris. Nous l'avons repris. Ils l'ont repris. Nous avons été jusqu'au bout du village. Il y a eu des batailles, mais nous avons toujours été les gagnants. Jusqu'au moment où on nous a dit, bon, repli, vous êtes remplacés. Et on s'est retrouvés réunis alors dans un bled qui s'appelle Roi-Boissy. Et c'est là où De Gaulle a passé sa première revue. Et c'était le 2 juin, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était l'anniversaire de mon mariage. Et c'est la première fois qu'on a vu De Gaulle passer ses troupes en revue, enfin ce qu'il en restait. Alors nous étions un peu fiers. Je me souviens, on bombait le torse et on allait recevoir des médailles. Nous étions là en rang, les derniers des Mohicans, les fiers à bras. Et arrive notre général qui s'adresse à l'un après l'autre de tous ces hommes si fiers. Il nous a dit à chacun, où est votre char? Il a été brûlé, mon général. Comment brûlé? Oui, j'ai reçu 2 coups de 105. Mais il fallait l'éteindre. J'ai éteint, mon général. Mais ils m'ont repoivré. Eh bien, il fallait éteindre une 2e fois. J'ai pas besoin d'hommes sans matériel, moi. Il me fallait du matériel sans hommes. Voilà. 11 juin, en pleine débâcle, Churchill vient au château du Muguet, près de Briare, sur la Loire, pour rencontrer le gouvernement français qui campe de château en château. L'atmosphère est sinistre. Le général Weygand et le maréchal Pétain brossent un tableau désespéré de la situation. Il faut cesser le combat, disent-ils. Ça, c'est l'affaire du gouvernement, coupe sèchement Paul Reynaud. Et il se tourne vers Churchill. Nous n'avons plus d'avions, dit-il. Envoyez-nous tous les avions de la Royal Air Force. Impossible, répond Churchill. Nous en aurons besoin bientôt pour défendre l'Angleterre. Battez-vous dans Paris, suggère alors Churchill. Ce serait un sacrifice inutile, répondent Weygand et Pétain.
un dialogue de sourds, auquel assistait Anthony Eden, alors ministre de la guerre britannique, seul survivant de cette rencontre. Nous avons parlé pendant à peu près 3 heures sans vraiment avancer les choses, parce que nous avions envoyé tout ce que nous possédions. On a expliqué ce qu'on avait envoyé du côté des avions et aussi de l'armée. Il n'y avait plus rien à envoyer. Et à la fin, je me souviens, vers la fin, Churchill a dit ce qui allait se passer si c'était nécessaire. Il a dit nous allons continuer la guerre tout seul. Il n'y aurait pas de reproche, naturellement, mais nous ferions notre mieux pour faire ça. Et je me souviens un peu des visages des 3 hommes vis-à-vis de moi. Il y avait à ce moment-là, il y en avait 4, parce que le général Georges avait arrivé pendant la discussion. Mais les 3 principaux étaient là, c'était Renault, qui était inscrutable, Weygand, qui écoutait poliment, mais j'ai cru peut-être pas sans grande conviction. Et puis Pétain, qui avait une expression incrédule. Au cours du dîner, Anthony Eden va avoir la confirmation que les Français sont divisés. À ce moment-là, nous allions nous asseoir contre un grand type et rentrer, et c'était De Gaulle. Et Weygand lui a dit, tournant chez lui, peut-être voulez-vous vous asseoir près de moi. Et Weygand, De Gaulle a répondu, j'ai cru d'une voix un peu sèche, non? Alors moi j'ai les instructions de m'asseoir auprès du Premier ministre britannique. Il est passé comme ça. J'ai cru que Weygand n'était pas très content de sa réponse. Pétain a parlé surtout sur la destruction des villes en France. Pour ça, naturellement, j'avais une grande sympathie. Mais il a insisté sur ça, je crois que c'était Abbeville, et c'était Amiens, c'était des autres villes qui avaient été détruites. Et puis, après tout, je lui ai dit, eh bien, monsieur le maréchal, tout ça c'est vrai, mais il y a autre chose encore pire que la destruction des villes. Il a répondu ça, vous pouvez le dire comme anglais, parce que vous n'avez jamais eu ça chez vous. Je lui ai répondu, eh bien, peut-être nous l'aurons cette fois-ci. Le lendemain, Churchill et Eden vont repartir pour Londres, convaincus que le maréchal Pétain est décidé à abandonner le combat et qu'il attend son heure. Le matin prochain, quand nous étions sur le perron, Churchill et moi et Renault, et Renault nous parlait de ses difficultés avec Pétain. À ce moment-là, Pétain s'approchait du perron. Et puis, Renault nous a dit, je me souviens bien, il a dit, il a bonne mine ce matin, il faut qu'il y ait des nouvelles néfastes.